Bonjour à toutes et à tous. Pour les personnes sourdes qui ont besoin de langue de signes, pensez à épingler la vidéo en haut. Il y a trois petits points. Vous pourrez il y a trois petits points pour épingler la vidéo comme ça. Moi, c'est Scarlett. Je vais animer la séance aujourd'hui. Et le Combit Afrofemme, c'est une initiative de Moissy qui souhaite rendre accessibles des outils pour permettre de se construire politiquement, pour pouvoir analyser nos réalités, nos vécus et pouvoir ainsi lutter contre le patriarcat, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Du coup, pour le digital, le Combi Afrofemme, c'est un digital, c'est une université populaire digitale qui se fait sur 10 modules. Et aujourd'hui, on a le troisième module. Et pour le troisième module, on va parler de santé, des inégalités face à la santé avec Selemani Djemba. Du coup, la séance va se dérouler en deux étapes. Il y a la première étape qui sera la présentation par Selemani, qui va se présenter, va faire son exposé. Et ensuite, il y aura une seconde partie pour les questions. Donc, pour les questions, je vous laisse poser les questions à l'écrit et je les poserai à la fin. Et aussi, pensez à couper vos micros pour ne pas qu'il y ait d'interférences durant la présentation. Du coup, je vais laisser Selemani se présenter et vous présenter la séance. Voilà. Alors, salut tout le monde. Alors, c'est hyper bizarre parce que je ne vois personne à part, bien sûr, Scarlett et Eve et Fatma. Mais voilà, en tout cas, comme l'a dit Scarlett, moi, c'est Selemani. Selemani Gloria, mais je préfère qu'on m'appelle Selemani. J'ai 23 ans. Et donc, voilà, je fais des études d'infirmerie. Je suis en fin d'études. C'est une joie parce que, bon, voilà, c'est pas le thème, mais j'ai souffert durant ces études, bref. Et donc, voilà, au tout début, j'avais choisi de faire infirmerie parce que je me suis dit, avec ça, je ne vais jamais manquer de rien. Parce que c'est un métier qui ne sera jamais en pénurie. Donc, je me suis dit, oh, ça va, ce n'est que 3 ans. Voilà, que j'ai doublé ma première, voilà, que c'est passé en 4 ans, bref. Plein de péripéties qui ont fait que finalement, je n'aime plus. Et je me suis dit, en fait, comment je vais pouvoir, parce que je vais absolument avoir ce diplôme-là, mais comment je vais pouvoir modeler le fait que je n'aime pas au fait que je vais quand même continuer. Et je me suis dit, pourquoi pas l'impliquer dans ma lutte, qui est donc l'afroféminisme. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait impliquer l'afroféminisme et le secteur médical. Surtout que voilà, j'ai toujours eu une âme de militante et quand je parlais de certaines choses à mes étudiants, à des étudiants qui faisaient partie de mon cursus scolaire, je disais certaines choses et puis eux, ils ne le voyaient pas. Ou alors, ils me disaient, ah ouais, c'est vrai, tu as remarqué. Par exemple, la manière dont certains professionnels de la santé s'exprimaient par rapport à des personnes racisées. Il n'y avait que moi qui le relevais, alors que pour moi, c'était flagrant. Peut-être parce que moi, je renifle vite tout ce qui touche au racisme. Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, voilà. Et je me suis dit, il y a quelque chose à gratter là-dedans. Et puis surtout, j'ai toujours bien aimé la vulgarisation de pathologies, c'est-à-dire rendre accessible ce que moi j'étudie. Parce que c'est ça un peu le gros problème quand on fait des études d'infirmerie ou dans le paramédical, c'est que, c'est pas mon cas puisque j'aime pas les gens qui sont dans mon école, mais on reste avec des personnes qui sont aussi dans le secteur médical. Donc du coup, on a le même jargon, le même vocabulaire. Et après, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas du milieu médical et puis ils te regardent avec des gros yeux comme ça. Et c'est assez malaise. Enfin, oui, tu étais mal à l'aise quand même. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas alors faire de la vulgarisation de pathologie, vu que je suis étudiante et puis voilà, je peux toujours me tromper, je suis humaine, mais je me dis, avec mes cours, j'aurai moins de chances de me tromper. En tout cas, ce sera plus fiable. Et surtout que j'aime bien, j'ai toujours voulu devenir prof. Donc, on va dire que c'est un peu les exercices que je fais. Donc, voilà. Alors, moi, mon but dans cette conférence, c'est en fait vous donner certains moyens, certaines armes, en fait, pour mieux se prendre en soin médicalement parlant. Dans le sens où
C'est triste à dire, hein, mais non. Enfin, c'est triste à dire ce que je vais dire, vous allez comprendre. Dans nos études, on dit tout le temps que le patient est le maître de sa guérison, dans le sens où on a toujours une grosse métaphore qui fait que, qui dit plutôt, le patient, c'est celui qui roule et désolée pour le téléphone parce que je suis dans mon salon, donc voilà. Mais donc, le patient, c'est celui qui roule. Et en fait, nous, eh ben, Merci, maman. Et donc, la personne eh ben, qui est à côté, c'est nous, les professionnels de la santé, vous voyez. Et donc, du coup, on ne peut pas, en fait, comment gérer le patient dans le sens où ben, c'est lui qui roule, nous on peut que lui donner des conseils. Et pour les personnes noires, c'est encore pire parce que si vous voulez, on est vraiment les conducteurs ou les conductrices et à côté, il y a les professionnels de la santé, mais eux aussi sont un peu voilés, vous voyez, voilés par les biais raciaux, par le syndrome méditerranéen que j'expliquerai. Et donc, du coup, ben, c'est triste à dire, mais en tant que personne noire, on doit vraiment être nous-mêmes déjà des mini-professionnels de la santé parce que des fois, eux, ils n'arrivent pas, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. Alors, du coup, durant ce moment, vous allez avoir mon point de vue en tant qu'étudiante, infirmière, enfin, vous avez compris, entre aide-soignante, parce que je suis aussi aide-soignante en maison de repos, et en tant aussi que future professionnelle de la santé, parce que j'ai des stages, et en tant que patiente, parce qu'il faut aussi savoir que mon combat, on va dire, d'afroféminisme dans le secteur médical a commencé d'abord par mon cas, mais je vous expliquerai par après. Alors, il faut savoir que moi, j'aime bien savoir où je vais. Donc, je vais vous expliquer un peu où on va du coup. Alors, on va commencer par une définition assez simple du syndrome méditerranéen. Vous allez voir un peu comment il est pris à deux vitesses, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais expliquer donc trois maladie que j'ai déjà expliqué. D'ailleurs, les personnes qui étaient à Niansapo il y a 2 ans, c'est les mêmes pathologies, mais il y en a une que j'ai rajoutée justement aujourd'hui parce que j'ai eu cours de pédiatrie et encore une fois, c'était un peu, enfin, vous allez comprendre quoi. Donc, la première maladie que je vais expliquer, donc c'est la drépanocytose. La deuxième, c'est le fibrome utérin. Et la troisième, en fait, c'est les cicatrices excessives. Donc, dans les cicatrices excessives, il y a donc les kéloïdes et l'hypertrophie. Et vu qu'on va rester dans la gamme, on va dire, de peau, hein, de tout ce qui touche à la peau, je vais aussi vous parler de méningite, mais vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, aussi dans le fibrome utérin, je vais aussi parler de tout ce qui touche à la gynécologie, en fait, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi. Bon, oui, ça va. Ok. Donc, alors, le syndrome méditerranéen, en fait, c'est l'ensemble des éléments, des pensées, des manières, en fait, dont le professionnel de la santé va prendre en charge le patient. Dans le sens où, ça, je pense que tout le monde le sait, on est tous malheureusement racistes parce qu'on est, on est dans un système raciste. Ça, je pense, et j'espère que vous le savez. L'étape, c'est de le reconnaître et de se déconstruire. Ça, je pense que c'est la démarche de tout un chacun pour être la meilleure version de soi-même. Malheureusement, dans le secteur médical, vous avez toujours l'image du médecin qui se prend pour Dieu. Et dites-vous bien que les infirmiers et les infirmières, c'est pareil, dans le sens où, surtout que maintenant, en tout cas en Belgique, parce que oui, je suis belge pour les personnes qui ne l'ont pas entendu, mais ça m'étonnerait, nous, c'est Bac+4 maintenant. Donc, du coup, ça a un peu relevé un peu le niveau. On est quasi comme les kinés, on est vraiment plus comme les aides-soignantes, bref. Et donc, avec cette stature voilà, de professionnel de la santé, de quasi super-héros, c'est assez difficile en fait de remettre à sa place une personne, une infirmière ou encore pire, les médecins. Et donc,
ce syndrome méditerranéen ne vient pas de nulle part. Prenons juste le simple exemple du docteur James Merriam, un truc comme ça. Bref, c'est le père de la gynécologie, comme on dit. Et donc, sa statue a été déboulonnée en avril 2018 à New York. Et donc, cette personne-là, pourquoi sa statue a été déboulonnée? Parce que il a testé, en fait, et c'est, comment on appelle ça encore certaines chirurgies, voilà, sur des esclaves, sur des personnes réduites en esclavagisme, pardon. Et donc, c'est bien sûr des personnes noires. Et donc, c'est cette image, voilà, de la personne noire qui va directement réagir de cette manière-là, directement réagir de cette manière-ci et tout ça, et elle vient d'il y a longtemps. Il faut savoir aussi que, comme je vous ai dit, elle est à deux vitesses. Il y a deux poids, deux mesures, dans le sens où, pour certains professionnels de la santé, pour certains infirmiers ou médecins, les personnes noires, alors là je vais parler plus de personnes noires, des fois de personnes racisées, et là je vais englober les Maghrébins aussi, puisqu'il y a une forte diaspora maghrébine en Belgique, mais je vais concentrer mon discours sur les personnes noires. Hein. Donc du coup, pour certains infirmiers, pour certains médecins, les personnes noires sont beaucoup plus résistants. Comme je vous ai expliqué, je pense que le docteur James, il pensait peut-être que les personnes réduites en esclavagisme n'avaient aucun air, alors que pas du tout. Bref, quoi qu'il en soit, comme je vous ai dit, ces choses, on va dire, arriérées, restent encore dans le secteur médical. Et donc, quand je l'ai remarqué mille et une fois, et au tout début, je pensais que c'était moi, quoi, quand une personne noire demande un antidouleur, c'est toujours avec méfiance, c'est toujours de manière dubitative que le professionnel de la santé va donner. Et comme je vous ai dit, c'est à double vitesse parce que de l'autre côté, pour un certain type de personnes noires, souvent ce sont des personnes noires musulmanes qui sont assez en retrait, vous voyez, et bien là, par exemple, on va décupler le discours en fait, c'est-à-dire que comme ils se disent ah oui mais elle est assez discrète et tout, elle veut absolument pas se faire voir, se faire entendre, et ils vont quand même donner un antidouleur si nécessaire, alors que il faut juste écouter donc le discours de la personne qui parle, surtout que ce qui est super bien, c'est qu'on a des échelles de douleur en infirmerie. Dès la première année, on nous bassine avec ça, quoi. Et donc, le truc, c'est quoi? C'est que des fois, c'est même pas utilisé. Alors qu'on en a plus de 10 parce que c'est adapté à chacune des caractéristiques, on va dire, des personnes. Si une personne ne parle pas la langue du pays, il y a donc des échelles de douleur adaptées à ça. Si la personne a des troubles de langage, il y en a. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et pourtant, c'est tellement rare de voir en fait une personne noire dire voilà j'ai mal, et souvent notre question c'est de 1 à 10, dites-nous donc, chiffrez un peu votre douleur de 1 à 10. Et je ne l'ai pas beaucoup vu. Et bien sûr, j'observais avec les autres personnes, les personnes non racisées. Et là, soit on disait, ah mais oui, on commence à la dorloter et tout. J'étais en mode, mais comment ça se fait, quoi. Bien sûr, c'est pas répété, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Faut pas croire que toutes les personnes racisées sont mal prises en soin, pas du tout. Mais c'est arrivé beaucoup plus. Enfin voilà, c'est un phénomène que j'ai beaucoup plus observé chez les personnes racisées que chez des personnes noires. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça c'était, ça c'est contemporain, mais ça date pas d'hier, ça date d'il y a plus longtemps. Et un peu les conséquences de comment on va dire ça, le fait voilà que la médecine a éclos, qu'elle a, j'allais dire glow up, genre je parle anglais, mais vous avez compris quoi, et c'est sur le dos de personnes racisées. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un effet maintenant, et on peut juste parler de Noémie Musenga qui est décédée
sous un syndrome méditerranéen. Et ça, il y a eu des articles, il y a eu plein de choses et j'étais tellement contente qu'il y ait eu un peu lumière sur ce syndrome qui tue vraiment beaucoup. Et peut-être que si je vous dis tuer, vous allez dire, oh ben non, elle abuse, mais tuer, c'est, comme on dit à l'hôpital, il y a des taux de comorbidité. Donc, il y a des choses qui peuvent, en fait, vous amener à la mort. Le syndrome méditerranéen peut vraiment vous emmener à la mort, quoi. C'est pas une cause à effet, mais ce sont des gros facteurs, en fait, qu'on va essayer donc de déceler et essayer que vous le contrecarrez comme ça. Au moins, j'aurais servi à quelque chose. Donc, voilà. Alors, du coup, avec mon regard d'étudiante, ce qu'on nous dit, c'est bien sûr dans les... dans les cours un peu plus sociaux où on a vraiment le droit de parler, les profs, ils nous disent ça, que le syndrome méditerranéen existe, mais qu'il faut le pallier, tout ça. Ils nous le disent, mais ils ne nous donnent pas vraiment les outils. Alors moi, en tant que personne racisée et en plus personne militante, moi, les outils, je me les fais moi-même, dans le sens où je demande bien l'échelle, j'essaye bien sûr d'observer tout ça et je ne me mets pas dans la tête, ah oui, peut-être que comme elle est discrète, enfin voilà, j'essaye en tout cas de ne pas stigmatiser, mais une personne j'ai envie de dire, peut-être pas militante, peut-être pas racisée. Je ne sais pas si elle aura vraiment cette démarche, vraiment de vouloir contrecarrer ce syndrome méditerranéen qu'on a tous. Hein. Je tiens à le dire parce que même moi, en tant que racisée, je sais bien que j'ai des biais racistes sans même le savoir, quoi. Mais voilà, j'essaye de faire un travail, comme je vous l'ai dit, mais ce travail-là, il n'est pas fait chez tout le monde, voire pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup de monde essaye de le faire. Donc, voilà pour le syndrome méditerranéen. Une question ou non, ou je peux continuer. Dites-vous qu'il y aura des questions-réponses, mais c'est juste pour savoir en fait si vous avez compris. Voilà, c'est plus pour ça. Comme ça, au moins, je peux y aller. Qui me dit... Ah, ça va. OK. Donc, alors, on va commencer alors par la première maladie qui est la drépanocytose. Alors, donc, la drépanocytose, pourquoi j'en parle? Parce que je suis porte-saine, mais je vous expliquerai tout ça. D'abord, je vais un peu vous donner une définition. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie donc héréditaire, génétique et orpheline. Alors, héréditaire, ça veut dire qu'elle vient donc des parents. Génétique, ça veut dire qu'elle touche les gènes et je vous en parlerai juste après. Et orpheline, ça veut dire qu'on n'a toujours pas donc trouvé de remède. Alors, on va dire comment le gros problème de cette maladie, c'est qu'elle modifie les globules rouges. Alors, les globules rouges, pour les personnes qui ne savent pas, ce sont en fait des cellules qu'il y a dans le sang et qui transportent l'oxygène et le fer, en fait. Et donc, vous savez très bien qu'on a besoin d'oxygène, on a besoin de fer, ou sinon, on ne vit quasi pas, quoi. Et le gros problème, c'est que les personnes drépanocytaires ont... des globules rouges en fait en forme de fossiles, donc en forme de C. Alors pourquoi ces personnes drépanocytaires ont cette... Enfin je dis pourquoi ces personnes alors que je fais partie du lot aussi, hein, mais voilà. Pourquoi on a donc cette malformation des globules rouges? C'est parce que c'est une mutation en fait, génétique contre la malaria. Parce qu'il faut savoir que quand le germe de la malaria rentre dans notre corps, elle va donc dans les globules rouges. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà connu des personnes qui sont porteuses du gène drépanocytaire, mais qui ont déjà eu la malaria. Alors, je pense que ça peut empêcher la malaria, mais ça ne veut pas dire qu'on a les gènes drépanocytaires, ça ne veut pas dire qu'on a la drépanocytose, qu'on n'aura pas la malaria. Je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Et donc, oui, la définition, je pense que c'est tout, hein, j'ai tout dit. Ah oui, et donc, moi, comme je vous l'ai dit, je suis porte-saine, c'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes qui sont dans le jargon, les personnes qui, oui, soit sont dans le secteur médical ou soit qui ont des personnes drépanocytaires dans leur famille, souvent on dit AS ou SS ou AA.
Alors, si vous n'avez pas de drépanocytose dans votre famille et tout ça, vous êtes AA, dans le sens où vos deux gènes, vos deux allèles, donc imaginez vos brins d'ADN, vous voyez le truc qu'on montre tout le temps dans les films et tout ça. Et ben donc, vous imaginez vos deux brins d'ADN et donc, si vous n'avez rien, en gros, dans les deux bras, il y a A et A. Donc, ça veut dire que vos gènes sont, bon, il n'y a pas le gène drépanocytaire. Alors, moi, voilà, moi, je suis porteuse saine. Ça veut dire que j'ai un gène A et un gène S. Et le truc, c'est que là, ça va. La seule marque que j'ai, c'est l'anémie chronique, c'est-à-dire le manque de fer chronique. Et ça, en fait, c'est ce que je voulais vous expliquer. Enfin, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est que la drépanocytose, c'est de la plus petite marque, on va dire, donc la personne qui est AS et qui a juste un manque de fer, jusqu'à la personne qui est SS et qui est totalement drépanocytaire. Je me rappelle que il y a 2 ans, durant le Nyan Sapo, il y avait une sage-femme qui m'avait dit que durant la prise de sang, on pouvait voir le taux en fait de A et de S que on avait. Donc ça, c'était quand même intéressant, je ne le savais pas, donc autant vous le partager. Alors, en tant qu'étudiante, pourquoi j'en parle? Parce que durant mon cours de oncologie et hématologie, donc c'est un cours qui touche le sang, qui touche les cellules, le cancer, les différents types de cancers, en fait, on n'en a parlé que 5 minutes. Alors qu'il faut savoir qu'en Belgique, il y a quand même des Noirs depuis plus de 60 ans, plus de 70 ans, je dirais même, et que des Noirs belges, il y en a. Donc, et qui plus est, des Noirs congolais, et la drépanocytose est assez présente. D'ailleurs, elle est présente dans ma famille. Et donc, le fait qu'il n'en parle que 5 minutes, ça m'a un peu troublée. Alors, je lui en ai parlé, enfin, j'ai parlé à mon professeur, un médecin, et il m'a dit, oh, mais oui, mais, enfin, vous voyez, quand ils savent pas trop quoi dire, commencer à bouger les épaules comme ça, bref, et j'étais, mais c'est quand même dommage, quoi. Et encore une fois, je fais cette démarche-là parce que oui, je suis concernée, et quand bien même, c'est une maladie, enfin, je ne sais pas si c'est parce que je suis concernée que j'en entends beaucoup parler, mais voilà, ça touche les personnes noires et moi, directement, je suis à l'affût, quoi. Et donc, voilà, donc en tant qu'étudiant, je me dis, OK, il y a un manque. Et donc, je n'ai pas encore rencontré de personnes drépanocytaires durant mes stages, mais par contre, j'ai souvent vu mon cousin qui est décédé de cette maladie-là. Et vous voyez, le syndrome méditerranéen, je l'ai un peu senti aussi, hein, parce que quand il disait qu'il avait mal, il avait vraiment mal, parce que oui, c'est vrai. Souvent, quand j'explique la drépanocytose, j'oublie en fait quelles sont les douleurs en fait de cette maladie. Il faut savoir que les globules rouges sont aussi en mauvais état. Ils sont en forme de C, certes, mais ils sont vraiment tout pâteux. Enfin, comme on dit en Belgique, ils sont racrapotés. Je ne sais pas comment on dit en France. Je suis désolée, vous allez entendre des belgicismes ici, mais c'est pas grave. Et donc, imaginez votre os et il y a un amas de globules rouges qui reste stocké parce que les globules sont déjà tout fins, tout peu, enfin non, petits non, mais ils sont fins, ils sont mal formés. Et donc, cet agglomérulant, ce truc, hein, voilà, il reste bloqué et ça forme en fait des infarctus en fait. Et donc, ça fait très très mal. Il y a même une personne qui disait que c'était comme si on le poignardait. Donc, c'est vraiment une douleur hyper haute. Je pense, à chaque fois qu'on parle de douleur, on parle aussi des patients drépanocytaires. Et voilà, moi, quand j'allais voir mon cousin à l'hôpital, déjà, donc, on le connaissait puisqu'il venait souvent pour ça. Et c'était, oh oui, mais monsieur, enfin, vous avez déjà eu. Et j'étais en mode, mais c'est pas plaisant hein, d'avoir de la morphine, en fait, parce qu'il y a d'autres effets secondaires de la morphine. Mais voilà, c'était toujours ça, une remise en cause de nos mots MAUX. C'est toujours la même chose, que ce soit dans un milieu social, que ce soit dans un milieu médical, alors que je pense que dans le médical, c'est d'autant plus dangereux, quoi. Bref, alors en tant qu'étudiante, je vous ai dit, en tant qu'aide-soignante, future professionnelle de la santé, je vous l'ai dit. Et donc, du coup, maintenant, en tant que juste militante, pourquoi je vous en parle? C'est parce que, comme je vous ai dit, elle est génétique. Donc, c'est-à-dire que moi, voilà, si monsieur Selem.G, si monsieur Selemani est porteur du gène AS,
eh ben, j'aurais une chance sur deux d'avoir un bébé drépanocytaire. Mais ça, c'est parce que je le sais, c'est parce que ma maman n'arrête pas de me rabâcher. Oui, il faut absolument que tu saches avec qui tu vas te marier, tout ça. Ok, bah, du coup, moi, je le sais. Mais et j'étais super choquée, c'est que dans mon entourage, peu de personnes savent l'état de leurs globules rouges. J'ai carrément fait un slam sur ça tellement que ça me choque parce que, en fait, je crois que c'est parce que j'ai vu mon cousin totalement mal, vraiment, vraiment. Et moi, quand j'ai mes petites crises d'anémie, c'est rien, mais je suis d'une fatigue, mais énorme, donc voilà. Et donc, ça m'a un peu choquée. Et j'ai fait mes recherches et tout ça. Et normalement, et j'ai bien dit normalement, au troisième jour de la naissance, il y a un test qui s'appelle le test de Guthrie. Donc, le test de Guthrie, c'est une prise de sang qu'on fait au bébé pour savoir s'il est atteint de 5 maladies dites rares. Alors déjà, le fait de dire que la drépanocytose fait partie des maladies rares, ça m'énerve parce que en France, eh ben, c'est la première. Oui, c'est la première maladie génétique quand même. Ah bon, bref, ça c'était un petit coup de gueule que je passais comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a le test de Guthrie qui se fait donc au troisième jour, normalement obligatoirement. Mais, et c'est ça qui me choque le plus, c'est que quand je parle avec mes copines sages-femmes, elles me disent que des fois, le test de Guthrie, soit il ne se fait pas, ou soit il se fait que pour certaines maladies. Encore une fois, on sélectionne les maladies rares à voir par rapport donc à la personne. C'est-à-dire que alors que la drépanocytose, appelée aussi la thalassémie, se détecte aussi chez les personnes blanches. La plupart du temps, en fait, ce sont des personnes qui sont dans le bassin méditerranéen. Donc, même les Italiens, même les Espagnols, même les Maghrébins peuvent aussi avoir cette malformation de globules rouges. Mais comme c'est stigmatisé la maladie de personnes noires, et bah, bam, la plupart du temps, c'est sûr qu'un bébé noir va avoir son test de Guthrie pour la drépanocytose. Par contre, peut-être que pour la mucoviscidose, on ne sait pas trop quoi. Quoi qu'il en soit, c'est assez dangereux parce que imaginez, vous tombez folle ou enfin bref. Là, souvent j'en au féminin, mais je vous jure que je suis inclusive. Je tends vraiment à être inclusive, bref. Et donc, imaginez, vous tombez folle amoureuse ou amoureux ou neutre, bref, de quelqu'un, ben, vous faites un bébé et puis, ben, voilà, que le bébé drépanocytaire, ben voilà, on commence à tomber des nues, on commence à faire des recherches génétiques et bam, il s'avère que vous avez vous deux, vous avez le gène S plutôt du coup. Et c'est des choses qui arrivent très très souvent en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de savoir l'état de vos globules rouges. Ce serait vraiment intéressant, ce serait même important pour vos comment on appelle, bah, pour vos bébés en fait, et même pour vous-même en fait, parce que enfin, voilà, j'ai beaucoup de souvenirs avec mon cousin et c'était assez pénible. Donc, paix à son âme, voilà. Est-ce que pour l'explication de la maladie, est-ce que c'est bon? Comme je vous ai dit, il y aura une séance questions-réponses, mais c'est juste pour savoir si vous avez bien compris la maladie. Ok, parfait. Donc, alors, on va passer alors à une maladie. Je n'aime plus dire féminine, même si voilà, on est dans le milieu médical et vous savez bien comment ils sont un peu transphobes, mais en gros, une maladie qui touche les personnes qui ont un utérus, quoi. Et ça, j'adore, j'aime trop parce que Afrofemme oblige, donc voilà. Alors, je vais parler donc du fibrome utérin, comment on appelle ça encore, de la prise en soin par rapport aux contraceptions et de la césarienne. Et la césarienne va un peu découler du coup sur les cicatrices excessives. Comme ça, on l'a bouclé et comme ça, on pourra faire question-réponse. Alors là, je vais parler de mon cas. Voilà, donc je suis une jeune contraceptée depuis... Enfin, contraceptée, c'est pas français, mais vous avez compris. En gros, j'ai une contraception depuis maintenant 3 mois. Donc là, je vais entamer mon 3e cycle avec un DIU. Donc, c'est un dispositif intra-utérin. Donc, un stérilet en cuivre, quoi. Et donc, mon choix était catégorique. Je ne voulais pas d'hormones. Premièrement, parce que j'ai eu une thyroïdectomie. Donc, on m'a enlevé la thyroïde, mais j'y reviendrai parce que j'en parle durant mon dernier volet.
Et donc, du coup, moi, je suis dépendante d'hormones, déjà synthétiques. Donc, j'en ai un peu marre déjà d'être dépendante d'hormones qui ne viennent même pas de mon corps, mais c'est la vie. Donc, moi, c'était une catégorie, je ne voulais pas. Et surtout, pourquoi je ne voulais pas? Parce que ma maman a eu un fibrome utérin. Alors, un fibrome utérin, c'est un amas de cellules. C'est une tumeur bénigne qu'il y a dans la cavité utérine. Alors, imaginez si vous êtes, enfin, si, c'est ce que je vous ai dit, hein, des fois, on est tellement dans le secteur médical qu'on pense que c'est tout simple. Alors, je vais vraiment imager, comme ça, c'est sûr que vous allez comprendre. Imaginez donc un gant avec qui, enfin, vous vous lavez avec le gant, quoi. Et donc, dedans, c'est la cavité utérine. Et vous imaginez en fait des boules, des boules de gants, lol. Mais en gros, les boules, eh ben, ce sont les tumeurs bénignes. Alors, une femme sur deux en a. Par contre, pas toutes vont le ressentir. Peut-être que là, toi, personne qui a... Oui, j'ai dit femme, je suis désolée, vous savez bien. Voilà. Mais une personne ayant un utérus sur deux, donc aura ou a des fibromes. Le gros problème, c'est que voilà, des fois, non, justement, c'est super bien parce que des fois, ça ne se sent pas, mais des fois, ça se sent et il y a plusieurs déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est les hormones. Alors, je vous explique un peu plus la définition de fibrome utérin. Donc, comme j'ai dit, c'est une tumeur donc bénigne qu'il y a dans la cavité utérine. Et c'est souvent, en fait, les femmes qui peuvent encore, les personnes ayant un utérus qui peuvent enfanter. Et le truc, c'est que on va un peu revenir dans les cours de sciences et tout, les personnes qui peuvent enfanter, les personnes ayant un utérus qui peuvent enfanter, la plupart du temps, c'est parce qu'elles ont les hormones et tout ça qui vont super bien. Parce qu'une personne qui a un utérus et qui est ménopausée, dites-vous bien qu'elle ne va, enfin, il ou elle ne va jamais connaître des fibromes utérins. Alors là, vous pouvez alors aller un peu plus loin et vous allez comprendre pourquoi moi, c'était niette, je ne voulais pas d'hormones. L'œstrogène, en fait, c'est vraiment un gros facteur de fibrome utérin. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pilule? Qu'est-ce qu'il y a dans le DU hormonal? Un amas d'œstrogène dégueulasse qui va juste réveiller mes fibromes. Parce que je sais, enfin, ma maman en a eu, je pense qu'une de mes sœurs en a eu, donc moi, voilà. Déjà que faut savoir voilà, comment enlever la thyroïde parce que j'avais des nodules. Et si vous voulez, les nodules, c'est aussi un amas de cellules. Donc moi, je sais bien que mon corps aime faire la fête tout seul, quoi. Et c'était catégorique. Moi, quand j'ai été au planning familial, j'avais dit pas d'hormones pour ça, pour ça. Et alors après, directement, le professionnel de la santé qui était devant moi m'a dit « Ah, mais vous êtes dans le secteur médical ». Alors, je lui ai dit « Bah oui, je suis étudiante ». Donc, comme je vous ai dit, si je n'étais pas intéressée sur le sujet, si je n'avais pas étudié cette maladie-là, mais j'aurais dit « Oh, bah oui, pourquoi pas les hormones ?» Bon, après, on est dans une... comment on appelle ça encore, dans une génération où on veut tout naturel et tout, donc il y a aussi cet apport-là. Mais même, pourquoi cette maladie-là, je la présente tout le temps, c'est parce que une de mes copines a découvert qu'elle avait un fibrome utérin lorsque on lui a prescrit une pilule comme ça, voilà, sans analyse, sans rien du tout. Et c'est ce que j'ai vraiment envie d'attirer votre attention sur ça. Lorsque vous allez choisir votre contraceptif, il faut absolument qu'il y ait des analyses avant. Alors moi, je vous dis ça, mais je tiens à vous dire que moi, quand on m'a mis mon DU, on m'a pas fait d'analyse. Donc, pour vous dire qu'il faut absolument insister. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais dans une période où, voilà, il fallait. Mais surtout que, quelque part, je me suis dit, comme il n'y a pas d'hormones ni rien du tout, ça ira. Mais en y pensant, j'aurais vraiment dû demander d'être prise en soin vraiment par un hôpital et tout ça, dans un service gynécologique, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Peut-être que là, j'ai des fibromes et que ça va, même si ce n'est pas hormonal ce que j'ai, mais j'ai quand même un corps étranger dans ma cavité utérine, quoi. Bref. Et donc, pour revenir à mon amie, elle avait donc des fibromes utérins et elle avait aussi l'endométriose. Et donc, pour l'endométriose, son médecin, sa gynécologue, lui prescrit alors
une pilule. Mais le gros problème, c'est que, comme je vous ai dit, l'œstrogène est un facteur qui augmente les fibromes utérins. Et c'est quand elle est allée chez un autre professionnel de la santé qui n'a rien à voir, enfin rien à voir, c'est un cardiologue, parce qu'elle avait aussi des problèmes d'hypertension. Il regarde ça, il me dit, mais madame, vous avez un fibrome, enfin, vous avez pardon, vous avez un fibrome utérin. Et elle répond oui, et il dit, mais non, ça va juste vous emmener à l'infertilité. Et quand j'ai entendu ça, alors les personnes qui me connaissent savent que moi, hyper expressive, j'ai commencé à gueuler dans le restaurant. J'étais en mode, mais c'est une blague. Enfin, surtout moi, en tant que future infirmière, je suis en mode, mais on nous parle souvent de prise en soin globale du patient, c'est-à-dire qu'on doit connaître ses antécédents, ce qu'il a mangé hier, bref, j'abuse, mais on doit vraiment connaître le patient de A jusqu'à Z. Nous, déjà, en tant qu'infirmière, alors les médecins, c'est totalement, j'ai envie de dire, logique, normal que ce soit une prise en charge, une prise en soin globale. Alors, quand je vous parle de prise en soin au niveau de prise en charge, pardon, au niveau de la contraception et fibrome utérin, c'est vraiment en lien en fait. Et puis, voilà, personnellement, comme je vous l'ai dit, ma maman a eu aussi un fibrome utérin. D'ailleurs, il faut savoir que lorsqu'il y a une hystérectomie, l'hystérectomie, en fait, c'est l'enlèvement de la cavité utérine. Dans 50% des cas, c'est à cause des fibromes utérins. Et donc, voilà, ma maman a une hystérectomie à cause de ça. Deux de mes copines, on leur a enlevé un fibrome utérin. Et on leur a enlevé aussi un fibrome utérin alors qu'elles avaient mon âge. Ma nièce, qui a même pas 18 ans, la même chose, elle a été en urgence à l'hôpital parce qu'elle avait un fibrome utérin. Et donc, du coup, pour les personnes qui me suivent et qui n'ont, et ayant un utérus et qui n'ont jamais eu de relation sexuelle, il ne faut pas attendre qu'une personne vous fasse touche-touche pipi ou qu'une personne, voilà, pour aller chez le gynécologue. Pas du tout, il faut y aller au moins 2 fois par mois dès que vous avez... dès que vous êtes menstrué, parce que, comme je vous ai dit, l'œstrogène protège beaucoup. Il ne faut pas croire que l'œstrogène, c'est vraiment l'hormone du mal, pas du tout déjà. Voilà, quoi. Bref, moi, je l'aime bien parce qu'elle est féminine, enfin, dit féminine, vous avez compris, quoi. Mais l'œstrogène aussi nous protège par rapport à nos os. Bref, elle est bien, mais c'est aussi source de maux MAUX, comme le fibrome utérin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment vous interpeller, quoi. Si femme noire menstruée qui est prête à procréer demande une contraception, il faut vraiment être vigilante, il faut vraiment regarder parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dedans, quoi. Encore plus qu'une femme non noire parce qu'on a une chance sur 2 d'avoir, ou peut-être que tu les as déjà et que, imagine, quoi, tu prends juste la pilule et puis bam, tu commences à avoir mal et puis chirurgie et tout ça, quoi. Donc, voilà pour le fibrome utérin. Est-ce que ça va? J'ai bien expliqué, vous avez compris? Comme je dis, toujours la même chose, juste pour savoir si vous avez tout bien compris. Et après, je parlerai de la césarienne. Et... Ok, cool. Alors, donc, pour rester dans le secteur, on va dire, gynécologique, on va parler des césariennes. Alors, pourquoi avant, je voulais être sage-femme. Et puis bon, j'ai bien vu que ça aussi, c'était pas trop pour moi. Et donc, je m'intéressais beaucoup, alors du coup, aux femmes noires enceintes et tout ça et tout ça. Et depuis que je suis toute petite, je parle beaucoup avec ma maman et elle me dit, oui, c'est vrai que dans cet hôpital-là, on fait tout le temps des césariennes aux femmes noires. Avec ce médecin-là, n'y va pas parce que lui, dès qu'il voit que tu es noire, césarienne. Alors, quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop pourquoi. Enfin, quel est le rapport entre faire une césarienne et femme noire? Il n'y a rien à faire dans l'imaginaire collectif du secteur médical. Toutes les femmes noires, enfin quasi en tout cas, ont un bassin étroit. Alors, du coup, il y aura plus de chances en fait qu'un médecin vous propose une césarienne. Bon, bien sûr, la césarienne est un acte à faire quand le bébé est en souffrance et tout ça. Enfin bon, bref, il y a plusieurs prérequis, on va dire, pour faire une césarienne. Ok.
c'est pas prérequis que je voulais dire, mais en gros, il y a plusieurs raisons pour faire une césarienne plutôt. Mais souvent, il y a une espèce de cause à effet césarienne femme noire que moi-même, j'ai vu quand je faisais mes études de sage-femme. Et le gros problème, c'est quoi? C'est qu'avoir une cicatrice gratuite, non merci. Parce que, voilà, ce qui est cool, c'est que j'ai pas fait de PowerPoint parce que, voilà, c'était mieux. Mais du coup, je vais vous montrer, en fait, ma cicatrice de kéloïde, en fait. Donc, on appelle ça une cicatrisation excessive. Donc, du coup, comme je vous ai dit, là, on va parler alors du dernier volet qui touche donc du coup à la peau. Et donc, il faut savoir que la peau noire est imbibée de collagène. C'est même pour ça que la plupart du temps, on dit que les noirs ne vieillissent pas et tout. Enfin, black don't crack ou je ne sais quoi. D'ailleurs, c'est faux parce que moi, on m'a toujours donné plus. Bon, bref, on s'en fout. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à ce collagène, c'est grâce à cette mélanine que, en fait, on a une belle peau avec des grands guillemets, parce que bien sûr, ça dépend. Mais malheureusement, à cause de cet énorme dosage de collagène, lorsque la peau se sent agressée, eh ben, les cellules, en fait, s'activent et de manière anarchique. Oui, anarchique, ouais, ça se dit, je sais pas. Bref, en tout cas, de manière en mode n'importe quoi. Et donc, merci, lorsqu'il y a une césarienne, donc, il y aura une cicatrice. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les cicatrices de césarienne de peau noire, c'est pas beau à voir du tout, au grand du tout. Alors, si on pouvait éviter ça, s'il vous plaît. Alors, dans les cicatrisations excessives, il en existe deux. Les kéloïdes, comme je vous ai montré, et les hypertrophies. Enfin, voilà, je vous invite à aller voir peut-être sur Google pour voir un peu, pour voir un peu comment c'est. Et donc, il y a des caractéristiques pour les deux, mais en gros, comme je vous l'ai montré, c'est des cicatrices qui cicatrisent super mal, en fait, des blessures plutôt qui cicatrisent super mal, quoi. Je me rappelle, donc, à 18 ans, on m'a enlevé la thyroïde, comme je vous ai dit, parce que j'avais des nodules. Donc, des nodules, c'est voilà, un amas de cellules qu'il y avait donc, dans ma thyroïde. Donc, la thyroïde, si vous voulez, c'est une glande. Et en gros, comment on va dire, elle dispatche, je ne sais pas si c'est belge, désolée, mais bon, elle dispatche les hormones. Par exemple, elle va peut-être gérer l'hormone, l'œstrogène, je pense. À chaque fois, j'oublie, mais bon, bref. Et donc, du coup, je me rappelle, petite anecdote, j'en parlais avec une maman d'une amie et voilà qu'elle me dit « Oh, mais t'inquiète, tu auras une petite ligne, rien d'extra. » Alors moi, j'étais contente parce que cette femme était blanche. Donc je me dis « Oh, bah, c'est bon. » Et à ce moment-là, je ne savais pas encore trop qu'il y avait une petite différence. Bref, quoi qu'il en soit, voilà que je me retrouve avec un gros truc. Bon, maintenant, ça va, mais quand j'avais 18-19 ans, j'étais hyper complexée. Alors que la madame qui m'avait dit, elle a toujours une petite ligne, quoi. Alors, comment faire pour déjà empêcher cette cicatrisation excessive? Ben voilà, ils vont vous parler de... Attendez, j'avais noté ça. Ils vont vous parler de tout ce qui est massage, compresse, éviter le soleil. Ça, c'est clair et net. Il faut le faire. Par contre, ce qu'il faut absolument demander, et ce n'est pas à un médecin, parce qu'il faut savoir que dans notre formation, on a soins de plaie et il y a aussi des formations en continu. Il y a même, je pense même qu'il y a oui, il y a beaucoup de formations en continu par rapport aux soins de plaie. Et donc, il faut, comment on appelle ça encore, trouver une infirmière spécialisée dans les soins de plaie. Et là, elle va vous donner comment on appelle ça encore, des pansements exprès, en fait, pour la diminution de cette cicatrisation excessive. Alors, on appelle ça je vais retrouver, ça va revenir, j'ai oublié de le noter. Mais quoi qu'il en soit, c'est très important parce que avoir des cicatrices, enfin, le truc c'est que vous pouvez les enlever, mais il faut aller alors sur le billard, comme on dit, retourner en chirurgie et c'est pas, voilà quoi, c'est assez ennuyant. Donc, pour le dernier volet au niveau de la peau, c'est, petite anecdote et je vais terminer par là. Aujourd'hui, j'ai eu remédiation de cours de pédiatrie. Et donc, on revoyait un peu le cours et on a parlé donc de la méningite chez les enfants. Il faut savoir que la méningite chez les enfants se voit par des petits points. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas la couleur
de l'exemple, c'était un bébé blanc, quoi. Et donc, en gros, les personnes blanches, lorsqu'elles ont une méningite, il y a des petits points rouges. OK. Et donc, moi, je savais déjà comment ça se voyait chez les personnes noires, je savais déjà. Et donc, il y a ma copine ivoirienne, on est peut-être combien dans l'amphi? On est 4 noirs, quoi. Enfin bon, bref, c'était une petite aparté. Donc, ma copine ivoirienne, elle lève le doigt et elle dit oui, pour les personnes noires. Mon Dieu, tout le monde. Pourquoi elle pose cette question-là et tout? Enfin bon, bref. Et alors, à un moment donné, elle dit ça, et puis la prof, elle dit « Ah oui, c'est une très très bonne question. Ah oui, elle a répété ça au moins 1000 ans, pendant 1000 ans, alors qu'on attendait la réponse, quoi. » Et la réponse c'était ben, sur les personnes noires, enfin je la savais déjà puisqu'elle l'avait dit l'année passée, sur les personnes noires, ça ne se voit pas, donc du coup, on doit prendre d'autres symptômes en compte. Et c'est ça qui est assez ennuyant en fait. Et c'est un peu ça que je veux vous dire, c'est que on arrivera toujours à vous soigner. Le truc, c'est que c'est le temps. Et le temps qu'on va prendre à vous soigner, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez peut-être mourir. C'est peut-être gore ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce qu'une méningite, c'est un bébé, faut aller vite, quoi. Alors que voilà, un enfant blanc, méningite, on va voir sa peau, ok, ça va, voilà. Alors que non, sur un bébé noir, faudra voir s'il a la nuque tendue, faudra voir s'il a ça s'appelle des pétéchis, je ne sais pas si je l'ai dit, ou alors pétéchis ou purpura, pour les personnes qui notent, je ne sais pas. Mais voilà, pour les personnes noires, il faudra voir un semblant de pétéchis, de purpura, mais il faudra prendre en compte les autres symptômes. Donc voilà, c'était un peu ça, mon petit cours. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai bien expliqué en tout cas. Et voilà. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je vais les reprendre à l'oral pour qu'elles puissent répondre. Ben merci, ça c'est très gentil ça. Franchement, j'ai toujours peur que ce soit pas intéressant. Et puis le pire, j'ai toujours peur en fait que ce soit en mode ah mais je sais déjà au fait. Je suis en mode ah d'accord, je ne sers à rien, au revoir, bye. Mais ça va, si vous avez trouvé ça intéressant, je suis contente. On en veut plus, bah non, on dit je devais faire que 40 minutes en fait. D'ailleurs, j'ai dépassé, je crois. Ah bon, bref, voilà. Ah, c'est cool alors. Et personne n'a des questions, c'était si bien. Attends, je suis étudiante noire en médecine et j'apprécie tellement que tu as mis la lumière sur... Oh, cool! Ah, mais je suis super contente, franchement, parce que, encore une anecdote. Bon, le système belge, je pense qu'il est différent, mais en gros, j'ai encore un cours en deuxième. Et je parlais avec des filles noires et elles me disaient bah non, on n'a jamais rien vu, il y a une prise en soin normale. J'étais en mode ok, c'est ce que je vous ai dit, quoi. Être conscient ou conscient de sa position en tant que noir dans un secteur médical, c'est très compliqué, surtout quand tu es professionnel de la santé. Donc, c'est cool que tu me rejoignes sur ça parce que franchement, moi, dans mon école, j'ai l'impression que je suis toute seule, sauf avec ma copine ivoirienne. Alors. Merci beaucoup, Samy. C'était notre 3 questions. Quel conseil de fréquence des tests conseillerais-tu pour la prévention des fibromes, de la drépanocytose et autres? Alors, pour la prévention des fibromes, moi, déjà, je dirais bien qu'il faut absolument respecter les deux fois par an, enfin, les visites 2 fois par an du gynéco, en fait. Parce que ça ne veut pas dire que voilà, tu n'as connu personne, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas par rapport à autrui que tu dois aller voir quelque chose qui te concerne, en fait. Surtout quand c'est chez ta copine. Oui, je l'appelle ma copine l'utérus. Et donc, du coup, voilà, c'est bien demander ça. Et puis aussi, lui en parler, lui dire, normalement, il sait que les femmes noires sont plus sujettes aux fibromes utérins. Alors, du coup, lui dire, est-ce qu'il y a moyen qu'on fasse une échographie? Il me semble que c'est ça. Je ne suis pas sûre du tout. Je n'aimais pas mon cours de radio, donc voilà. Alors, pour la drépanocytose, j'ai complètement oublié, mais il existe une prise de sang exprès pour voir l'état de tes globules rouges, comme on dit. Mais j'ai oublié le mot. Franchement, je vais essayer de regarder entre-temps, mais il y a j'ai complètement oublié un terme pour une prise de sang pour voir l'état de tes globules rouges. Mais de toute manière, je me rappelle, petite anecdote,
je fréquentais un autre Africain et j'avais super peur, quoi. Et donc, du coup, eh ben, il a demandé à son médecin. Ah oui, et vous savez ce que son médecin a dit? Oh, monsieur, vous avez pas dans votre famille, c'est bon. Alors que comment on peut savoir en fait? Parce que si on va comme ça, genre personne va savoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours vérifier, essayer d'avoir un médecin. J'ai envie de dire essayer d'avoir un médecin cool, mais c'est assez compliqué. Mais voilà. Pourquoi avoir choisi ces trois maladies? Vous l'avez peut-être dit au début, désolé, mais je n'ai pas très bien compris le lien drépanocytose et paludisme. Le paludisme, j'en ai pas parlé. Il me semble, la malaria, j'en ai parlé. Pas le paludisme, ouais. Et pourquoi j'en ai parlé de la drépanocytose? Parce que, bah, un, ça me concerne, je suis AS, donc je suis porte saine. Deux, c'est une maladie, on dit la maladie de noir, comme on dit, donc ça touche les personnes noires et parce qu'elle est héréditaire, donc c'est-à-dire que eh ben, tu peux l'avoir par rapport à tes parents. Et je me suis dit en fait que autour de moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas l'état de leurs globules rouges et ça me faisait peur parce que ça peut vite aller, quoi. Tu fais un bébé avec quelqu'un qui est AS comme moi, donc physiquement, on ne dirait pas, mais voilà, je suis porte saine, et ben ton bébé va peut-être être SS, donc drépanocytaire, et donc, comme je vous ai dit, des douleurs à n'en plus finir, un manque accru vraiment de fer et tout ça, des allers-retours à l'hôpital, et c'est pas une vie, je vous le dis, en tant que personne issue d'une famille où il y a la drépanocytose qui court un peu les rues, ben, c'est pas une vie. Voilà. Alors, pour le fibrome, y a-t-il des symptômes? Oui, il y a donc métrorragie, donc ça veut dire que il y a, durant vos règles, en fait, eh ben, c'est plus long et plus abondant. Voilà. Il y a des douleurs durant les rapports sexuels qui s'appellent la dysménorrhée, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais voilà, donc douleurs durant les rapports sexuels, les règles plus abondantes, plus douloureuses et plus longues. Et je me rappelle que mon amie, celle qui a failli mourir parce qu'on lui avait donné une mauvaise pilule, c'était tellement gros qu'elle sent que quand elle a eu une hystéroscopie, donc c'est-à-dire une caméra qui est allée dans sa cavité utérine, c'était tellement gros qu'elle a senti. Donc oui, pour vous dire oui, bah oui, parce que l'hystéroscopie est rentrée par le vagin et qu'est-ce qui rentre aussi par le vagin? Le pénis. Donc oui, vous allez me dire, bah oui, c'est aussi une douleur, voilà. Mais moi, j'étais trop choquée que même durant un examen, elle ait mal, quoi. Donc voilà. Pour l'hystérectomie, y a-t-il eu des conséquences de plus? Ma mère va avoir l'opération bientôt aussi. Je m'inquiète et j'aurais aimé trouver des alternatives. Naturopathie, par exemple. Donc, Mélissa, tu me demandes s'il y a d'autres alternatives pour éviter l'hystérectomie, c'est ça? Si c'est ça ta question, en tout cas, je ne sais pas et je ne pense pas. Parce que quand tu as une hystérectomie, ça ne veut pas dire que je veux dire par là, toutes les hystérectomies ne sont pas, enfin, ça ne veut pas dire que, je vais recommencer, ça ne veut pas dire qu'on enlève l'utérus, que c'est parce que tu as des fibromes, voilà. Donc, si c'est par rapport au fibrome utérin, je ne pense pas qu'il y a un autre moyen que l'hystérectomie. Et encore, la plupart du temps, genre mes deux amis qui ont eu des fibromes utérins, on leur a pas enlevé enfin, on leur a pas fait une hystérectomie. C'est parce que maman est célibataire, elle a plus besoin de son utérus et qu'elle a 51 ans maintenant. Mais c'est du cas par cas. Et si ta maman, on lui enlève son utérus, je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et je ne pense vraiment pas que regarde toujours, je ne sais, enfin, moi en tout cas, je ne pense pas. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis aussi infirmière depuis peu et vraiment le corps médical et paramédical a du travail à faire. Mais alors là, mais je te jure que ce soit dans notre formation, que ce soit en stage et quand tu es professionnel de la santé, parce que voilà, je me dis quand je suis aide-soignante, j'ai quand même une casquette, une mini, mais j'ai quand même une casquette et la manière dont je vois des choses, je me dis, oh, c'est comme une fois, mon Dieu. Il y avait une personne, ça n'a rien à voir avec ce que je dis, mais voilà.
avec les thèmes, mais vous allez comprendre. En somme, il y avait une personne qui voulait manger avec les mains, mais voilà quoi. Moi, bon, pour les Congolais qui sont là, moi je suis Moulouba, donc du coup, la semoule, c'est notre vie et on mange avec les mains. Enfin, pour nous, c'est normal. Mon Dieu, ah, durant le rapport, oh, regardez-moi ce kirikou. Alors, ils avaient oublié que j'étais là. Donc, moi, je les regarde. Ah, mais et vous voyez bien commencer à gesticuler parce que. Et je me dis, mais waouh, juste parce que la personne bah, veut manger comme elle veut, en fait. Donc, voilà, en effet, il y a du travail à faire. Mais du coup, pour la drépanocytose, quand les deux parents sont porteurs et que le bébé est SS, c'est une maladie incurable et quelle est l'espérance de vie? En effet, c'est une maladie, comme j'ai dit, orpheline, incurable. Il n'y a pas encore de remède à proprement parler. Je sais qu'il y avait une cure de moelle épinière. Mon cousin devait la tester, mais voilà, c'est toujours en phase de test. Et l'espérance de vie, moi, je me rappelle que c'était 25 ans, mais maintenant, c'est plus le cas. Je connais des gens drépanocytaires qui ont un enfant de 40 ans, quoi. Donc, tout dépend, comme d'habitude, de l'hygiène de vie. Et puis aussi, comme j'ai dit, le taux de SS, je vous avais dit hein, qu'il y a 2 ans, on m'avait dit qu'on peut aussi voir bah, le taux de SS que tu as. Donc, je pense que ça joue aussi. Alors, face au racisme médical, que penses-tu de la santé communautaire? J'ai vu qu'en Belgique, il y avait des maisons. Ah, mais franchement, oui. Il y a une formation santé communautaire que, enfin, je ne sais pas encore si je vais la faire et tout ça, mais quoi qu'il en soit, elle me tente beaucoup parce que c'est un. Mais le truc, c'est que c'est souvent dans l'extra-hospitalier. Et là, les cas que je montre, enfin, que j'explique, à part peut-être pour la prise en soin par rapport à ma contraception, parce que j'ai fait le choix d'aller en planning familial, le reste, eh ben, c'est dans les milieux hospitaliers. Alors oui, tout ce qui est maison médicale, planning familial, on va dire que eh ben, c'est un peu cocooning, c'est toujours un peu plus chaleureux et donc il y a vraiment la place à la parole. Et donc, il y a, quand tu peux parler, il y a moins de quiproquos, donc il peut avoir une meilleure prise en soin. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, quand on m'a proposé les différents contraceptifs, quand j'ai expliqué pourquoi, c'est là que la professionnelle de la santé m'a dit, bah, en fait, ça se voit que tu es dans le corps médical. Donc, voilà, c'est mieux parce que tu as le temps de parler, tout ça et tout ça, mais je me permets de te tutoyer, mais il y a quand même des biais racistes dedans, quoi, qu'il faut déceler, quoi. Donc, voilà. Les prises de conscience des professionnels noirs. Attends, ah mince, ça c'est moi, ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà. Les prises de conscience des professionnels noirs dans le domaine de la santé sont rares alors que les besoins sont là. Par exemple, une liste de professionnels noirs circule en ce moment sur les réseaux France. Si tu le fais, comment sensibiliser les professionnels noirs? Alors désolé, je bug, je bégaye parce que je suis extrêmement fatiguée. Donc voilà. Mais c'est ça en fait. Le truc, c'est que j'ai l'impression que pour sensibiliser les professionnels, tu dois parler, Scarlett? Ah, ok, comme tu as fait ça, je pensais que tu devais parler. Ok. Donc, c'est ça le gros problème. C'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai demandé à des étudiants de deuxième, bah, est-ce que vous avez déjà vu une certaine discrimination ou voilà. Et elles m'ont toutes les deux dit non. Mais après, c'était des personnes, et je ne juge pas, c'est vraiment un constat que j'ai fait de moi-même, qui ne sont pas vraiment dans cette sphère militante. Alors, moi, je trouve que pour des personnes, on va dire peut-être comme toi, hein, comme moi, qui sont sensibles aux questions raciales. Ah oui, vous savez, avec tout ça, je n'ai même pas parlé du Covid en fait. Mais bon, si vous avez des questions sur le Covid, parce qu'en Belgique, on a géré ça d'une de ces manières avec les personnes racisées. Je ne sais pas si vous avez eu ça, les Français. Enfin, j'expliquerai après. Je termine avec la personne qui m'a envoyé la question. Et donc, comment sensibiliser? Moi, j'aimerais trop en fait faire des formations qui lient en fait
les questions du secteur médical aux questions de race. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en fait, ce sont les sociologues qui font ce gros travail-là. Et donc, voilà, c'est un mémoire, c'est des thèses et tout. Alors que je trouve qu'il n'y a pas le sens inverse. Et on va dire que je pense être là pour faire le sens inverse, c'est-à-dire, voilà, être dans le terrain et puis alors après faire peut-être un mémoire ou que sais-je sur ces questions-là parce que c'est trop, c'est vraiment trop. Alors, j'aimerais trop, ce que j'ai fait là, j'aimerais trop quand j'aurai mon diplôme, quand je serai enfin sexothérapeute, parce que oui, mon but c'est de devenir sexothérapeute, j'aimerais trop faire des formations ainsi. C'est vraiment un de mes buts, comme ça, vous savez. Et je m'en fous du mauvais œil. Si une personne veut prendre l'idée, franchement, je serais trop contente. Au moins, ce sera plus rapide que moi, parce que moi, le temps que je termine mes études, c'est pas maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ce serait vraiment bien de faire une formation qui lie racisme et le secteur médical. Voilà. Concernant le stérilet, attends, parce que moi, vous ne savez pas, mais j'ai eu vraiment des petits soucis avec mon ordinateur. J'ai dû prendre un vieux, donc du coup, je fais ça. Voilà. Bon. Concernant le stérilet, quelles alternatives tu conseillerais connaître pour les personnes avec des règles très douloureuses et abondantes, sans kyste ni endométriose, mais qui ne veulent pas plus de stérilet hormonal? De rien. Alors, Anna, moi, je t'aurais dit la symptothermie, parce que là, ce que tu me demandes, en fait, c'est une manière naturelle de ça, d'empêcher d'avoir un mini-toi, d'avoir une mini-Anna ou un mini-Anna. Mais quoi qu'il en soit, moi, je t'aurais dit la symptothermie. Donc, c'est en gros une manière de savoir à quel moment tu es stérile de manière naturelle. Mais il y a bien sûr plein de on va dire, comment on appelle ça encore, de désavantages parce que, voilà, moi, grâce ou à cause de mon DIU, maintenant mes règles, c'est pile poil 28 jours et tout, c'est toujours une semaine, bref, voilà, c'est vraiment des règles réglées. Mais avant d'être contraceptée, je n'avais pas ce luxe-là de me dire, bah oui, c'est bon, demain, voilà quoi. Donc, je t'aurais dit ça. Ou alors, j'ai fait le calendrier de la Saint-Valentin, bref, un truc comme ça, j'ai oublié comment je l'appelais. Ah oui, le calendrier de l'Avant-Valentin. Donc, du 1er au 14 février, j'ai un peu expliqué tous les moyens contraceptifs, j'ai un peu vulgarisé. Donc, je t'invite à aller voir ça sur mon Instagram, selem.g, si tu as envie de voir. Et il y a une panoplie de contraceptifs qu'on ne connaît pas. Par exemple, je ne sais pas, le diaphragme, c'est vraiment un contraceptif. Voilà, moi, c'est pour moi, il me convient pas, je le sais, je l'ai même pas testé, mais je le sais, mais il y en a qui l'aiment bien et c'est sans hormones. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Fais la santé communautaire. Mais oui, je sais, Divine, t'inquiète pas, j'ai très envie de la faire, juste envie d'avoir mon diplôme d'infirmerie, surtout. Je suis kinésithérapeute spécialisée en progynéco. Pour la question sur l'hystérectomie, il est important de savoir où se situe le fibrome et de demander si une hystérectomie totale ou partielle, car pour la totale, il faut être conscient qu'il y a une rééducation minée à faire pour éviter les descentes d'organes. Ah oui, c'est intéressant ça. Sachez aussi que si on vous propose cette méthode, puisque c'est assez radical, c'est qu'il est peut-être nécessaire, mais si vous hésitez, n'hésitez pas à demander un deuxième avis. Voilà, totalement d'accord avec là où le kiné. Je l'ai faite et je travaille actuellement à donc la personne, enfin Divine, elle a fait aussi santé communautaire et donc elle travaille en maison médicale, rien à voir avec le milieu hospitalier. Il y a beaucoup plus de temps pour prendre en charge la personne au niveau psy, social et physique. La personne est vue dans son ensemble et pas comme une méro. Moi, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est cool que vous parliez entre vous. Moi, je suis super contente, en fait. Voilà. Du coup, je me permets de reprendre juste pour poser une question d'Élise, qui parle également de médecine communautariste. Du coup, la question c'est, est-ce que tu penses que la médecine communautariste comblerait beaucoup de problèmes dont on parle là? Par exemple, la possibilité de chercher et aller chez une médecine noire, quelqu'un qui te représente. Et aux États-Unis, ça se fait beaucoup, moi inclus, et je crois que ça aide beaucoup. Alors, parce que là, on parle de santé communautaire, mais je ne sais pas si c'est le même
si elle veut dire la même chose, mais en tout cas, je pense que j'ai compris l'idée. Moi, déjà, je veux dire un truc, je sais pas si ça va fâcher ou quoi, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Ça veut pas dire que vous avez un professionnel de la santé noir devant vous, que vous allez être prise en soins, prise en charge d'une manière tip-top. Pas du tout. Le truc qu'il faudrait, c'est le truc qu'il faudrait, c'est en fait être devant un professionnel de la santé qui est déconstruit. Mais bien sûr, les personnes qui ont plus de chances d'être déconstruites, c'est des personnes qui subissent et qui ont conscience de subir le racisme. Donc, c'est plutôt ça. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée, les listes qu'il y a, qui circulent au tout début en tant que militant et militante, les listes de professionnels de la santé, c'était en catimini. Moi, je voulais absolument avoir une psy noire, je l'ai eu grâce à des listes, mais des listes qu'on ne pouvait pas parce que c'était, oui, c'est pas légal, mais c'est d'une importance sans nom, il le faut. Et comme je dis, ça ne veut pas dire qu'il est noir que ce sera bon, non, mais il faut des médecins déconstruits. Il n'y a rien à faire. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Après, il ne faut pas penser que c'est de l'eau bénite, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Il faut des liens entre le racisme et le domaine de la santé. En France, on essaye de s'organiser. J'invite toutes les professionnels de la santé noire à joindre la CAAN qui fait une réunion ce samedi, compte Twitter, Action Noire. Exactement, faire des listes n'est pas suffisant. Totalement, je suis totalement d'accord. C'est très bien de faire des listes et encore. Peut-être qu'il y a une personne qui a juste mis cette personne-là juste parce qu'elle est noire alors que parce que je trouve que c'est d'autant plus violent quand les mécanismes racistes sont perpétués par une personne qui te ressemble, quoi. Il n'y a rien de pire. Et moi, je l'ai déjà eu durant mes stages. Des infirmières noires qui te disent « Ah, mais oui, mais chez nous, les veines sont plus dures, la peau est plus dure, mais allez, quoi. » Donc, même toi, tu perpétues ce que tes profs sans doute blancs ont dit, mais non. Après, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, hein, mais c'est, voilà. Oui, pas forcément une noire, mais quelqu'un de déconstruit, surtout quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise. Ça peut aussi être quelqu'un qui part à etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Franchement, un exemple, ma maman, je parle souvent de ma maman, j'ai dû l'emmener à l'hôpital et il n'y a rien à faire. Il y avait un professionnel de la santé, je pense qu'il était médecin, qui, ça se voyait à sa tête qu'il avait la même ethnie que moi. Ils ont parlé dans leur langue, enfin dans leur, oui, en Tchiloubat pour les Congolais qui sont là. Donc, et il a mieux expliqué tout ça. Donc, c'était beaucoup plus chaleureux. Il y avait un médecin blanc à côté, il n'y avait rien à dire, mais il n'y a rien à faire. Quand une personne noire est déconstruite et tout ça te parle, et en plus dans ta langue, mais là, c'est... Voilà, là, tu as le privilège blanc, quoi. Tu vois la personne blanche qui est dans son pays, tout ça, tu as même l'impression que tu es dans ton pays. Ma mère, elle était trop contente, quoi. Donc, voilà. Comment a été... Oh, purée. Ah oui, parce que j'allais oublier, moi. Oi, 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 oi. Mais mon Dieu, Camille, mais attends, je vais t'expliquer. Alors, je me permets de te tutoyer. Alors, donc, moi, j'habite à Liège. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres provinces, dans la capitale de Belgique, mais je vais parler de Liège parce que, voilà, c'est ma ville et que j'adore. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que au tout début de la crise, il y a, à ce qui paraît, je ne sais pas par quelle étude, par quelle analyse, bref, il y avait beaucoup de personnes noires qui étaient dans les centres de crise de Covid au sein des hôpitaux liégeois. Et le bourgmestre, donc le bourgmestre, c'est le maire pour vous, les Français, il a envoyé une lettre à tous les représentants de la communauté noire, donc les pasteurs. Enfin, en tout cas, moi, je sais pour les pasteurs parce que mon oncle est pasteur et qu'il a reçu cet email-là. Et en gros, il disait, oui, faites attention parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus de personnes noires qui étaient atteintes du Covid. Et il a sous-entendu parce que les églises étaient toujours ouvertes, parce que soi-disant, les commerces ne respectaient pas, voilà, plein de stigmatisation. Encore une fois, pour moi, non pas syndrome méditerranéen, mais en gros, encore des questions qui lient race et santé. Mais il y a d'autres facteurs, en fait, qui rentrent en jeu. Les personnes qui sont obligées de travailler, les personnes qui
ont des boulots dits précaires, entre grands guillemets, sont les personnes noires, donc ils étaient plus sujets à la contamination du Covid. Et est-ce qu'il en parle dans sa lettre? Non. Après, je ne dis pas que toutes les personnes noires ont tous des métiers précaires, pas du tout. Mais je veux dire par là qu'il y a beaucoup plus de personnes noires qui sont infirmiers, par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup plus de personnes noires qui étaient obligées de travailler, en fait, même si c'était plus légal de sortir pour rien, entre grands guillemets. Donc voilà, alors cette lettre-là, un gros boom en Belgique. Et le truc, c'est que voilà, je vous l'ai pas dit, enfin, c'est toujours ça, quand je me présente, j'oublie tout le temps de dire que euh, en fait, j'ai fait un documentaire, que j'ai fait un podcast, enfin bref, mais je me présenterai peut-être à la fin, comme ça, c'est bon. Mais quoi qu'il en soit, je travaille aussi avec la ville de Liège et une de mes collaboratrices m'a dit que, mais oui, mais le bourgmestre, il n'est pas raciste. C'était, comment on appelle ça encore? Une gourde, quoi, allez, comment on appelle ça? En gros, c'était une erreur de sa part. Mais oui, c'est une erreur de sa part parce que, je vais parler de Liège parce que c'est le cas, à Liège, on a tellement du mal avec les questions de race parce que je trouve qu'en Belgique, voilà, tout ce qui est question de l'homosexualité et tout ça, ça va. Je trouve qu'on est assez déconstruit, je trouve. Mais mon Dieu, les questions de race, alors si on mêle ça des questions de race et de santé, mais là, il n'y aura que des gourdes, il n'y aura que des gros problèmes. Et oui, je dis gourde et c'est bourde. Mais bon, bref, je pense qu'on dit aussi une gourde. Bon, j'en sais rien, mais bon, quoi qu'il en soit, c'était en gros, il s'est trompé, quoi. Et donc, du coup, ouais, pour dire que, eh ben, pour moi, ça ne m'étonne pas, en fait, parce qu'on a tellement du mal à déjà parler de questions de race tout court à Liège. Si on mêle ça avec un autre paramètre, ben laisse tomber. C'est vraiment la foire au racisme ordinaire, comme ils aiment bien dire, au racisme tout court. Donc voilà. Tu as dit qu'il y a deux facteurs déclencheurs des fibromes utérins, je crois. L'un, c'était les hormones, mais je n'ai pas capté le deuxième. Alors, est-ce que j'ai dit ça? Non, attends, je vérifie. Enfin, le fibrome utérin, il n'y a pas de cause, oui, ça c'est sûr, on ne sait pas pourquoi il y a ça, mais les facteurs, c'était les hormones. Je ne pense pas que j'ai dit ça. Je suis désolée, parce que le truc, c'est que je ne me rappelle plus. Donc, par contre, je peux juste te dire euh, qu'on pense que ça touche plus les personnes noires dû à la pose de défrisons. Après, tu vas me dire, toutes les personnes noires ne se défrisent pas, c'est vrai, mais bon, ce sont des pistes, des hypothèses, puisque qui voudra mettre de l'argent pour savoir pourquoi les personnes noires ont plus de fibromes utérins? Voilà, quoi, c'est assez compliqué aussi d'avoir. C'est ça, en fait. Pour revenir aussi à la drépanocytose, c'est la première maladie génétique en France et pourtant, il n'y a toujours pas de remède. C'est quand même bizarre, quoi. Enfin, c'est pas bizarre, c'est juste parce qu'elle touche la plupart du temps les personnes noires, quoi. Et donc, c'est un peu ça, le fibrome utérin. Ça touche les personnes noires, on ne sait pas trop pourquoi. Et ce qui peut, oui, déclencher, c'est les hormones, mais je pense que c'est tout. Comme il y a d'autres professionnels de la santé, vous pouvez répondre. Moi, je ne suis qu'en fin d'année, enfin en fin de cursus, donc voilà. La Belgique a un réel problème avec son histoire coloniale et ne veut pas se remettre en question. Mais tu as totalement raison. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est horrible, horrible. Et le truc, c'est que avec ce qui s'est passé, BLM et tout ça, on se rend encore plus compte qu'il y a un gros problème. Alors que, je sais pas, la Belgique ou le Congo, c'est une histoire pire que c'est une union forcée qu'il faut absolument déceler et expliquer. Et pourtant, avec des œillères, quoi, la Belgique, c'est grave. Donc voilà, tu as raison. Et si quelqu'un sait répondre à Aurore, ce serait bien parce que moi, je ne sais pas, je ne sais plus ce que j'ai dit, quoi. Pour moi, c'était juste les hormones, mais voilà, si quelqu'un sait. Ok, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, ok, du coup, on va conclure.
Merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir assisté à la séance. Merci à Célimani pour ton exposé qui était très intéressant. Je pense que tout le monde a Merci. appris beaucoup de choses. Donc Merci. voilà, et du coup, je vous annonce pour la semaine prochaine, il y a une autre séance le mercredi. Donc ça sera tous les mercredis jusqu'au 4 novembre. Et pour la semaine prochaine, du coup, c'est le thème, c'est euh, la paix dans le ménage, les travailleuses domestiques comme variable d'ajustement au service du couple, qui sera présenté par Rose Mirly Joseph. Donc Euh, voilà pour le thème. est-ce que je peux me présenter ou pas vraiment? Ah ben voilà, pour les personnes qui restent. Donc voilà, donc moi c'est Lémanie Gloria, je suis blogueuse, je suis chroniqueuse à une radio locale à Liège qui s'appelle Blackout. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Siro Liège. Donc pour vous dire, je vous dis oui, j'aime beaucoup ma ville, j'aime beaucoup beaucoup ma ville. J'ai fait un documentaire sur les personnes noires de ma ville qui s'appelle Siro Liège. Alors pourquoi Siro Liège? Parce que le sirop de Liège, c'est genre une espèce de confiture 100% belge, 100% liégeoise et noire, donc comme nous, quoi. Et du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai fait un podcast dans le cadre des 60 ans de l'indépendance avec une grosse chaîne belge qui s'appelle la RTBF, pour ceux et celles qui savent. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, merci. Du coup, merci à toi. Et voilà, merci encore une fois à tous et à toutes et aux interprètes. Oui, merci à vous, merci à Eve. J'ai oublié le prénom de l'autre, mais merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci Fatma. De rien, merci à tous. Bonne soirée, du coup. Bonne soirée. Salut.